Donc c'était ça nos 2 enjeux prioritaires. C'était d'avoir des résultats rapides auprès de nos collaborateurs et auprès de notre compagnie, notre société, tout en mettant en place aussi le bon framework, puisque plus tu passes du temps avec les collaborateurs, plus tu arrives aussi à avoir une perception de ce que tu dois faire pour faire en sorte que ton organisation achat fonctionne sans contrainte, mais avec efficacité. Donc c'était ça les 100 premiers jours, c'était d'être capable à la fin des 100 jours d'avoir eu des résultats, d'avoir un framework qui est d'avoir un cadre de travail écrit, des process, une vision de où tu souhaites aller et des objectifs à atteindre. L'étape d'après, une fois que Eric a fait ce travail de mapper le terrain, entre guillemets, les enjeux, ça a été d'acheter moins, d'acheter mieux et d'acheter moins cher. Et la chance qu'on a eue aussi chez Swile, et je pense que ça rejoint le démarrage de notre département achat, ça a été le mandat. On n'était pas là pour rien. On était là pour accompagner une entreprise dans sa profitabilité. Une vision, en 2 clics, on est capable d'avoir un spend cube, de voir qui achète quoi. Le spend cube, c'est quoi en gros le spend cube? Spend cube, c'est ce qu'expliquait Eric tout à l'heure, c'est vraiment tous tes achats, auprès de quel fournisseur, et qui fait ses achats chez Swile, auprès de quel fournisseur. Les achats, c'est pas un département, c'est un enjeu d'entreprise en fait. Donc, et ce qu'on a porté chez nous, c'est pas un département achat, et nos résultats sont pas ceux d'un département achat. Et il y a beaucoup de choix qui ont été pris à différents niveaux pour y arriver. Et c'était les bons, parce qu'on y est arrivé, et pas en tant que département achat, mais en tant qu'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans Aux Commandes. Pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à une entreprise super intéressante, à Swile, une entreprise qui a été fondée en 2018 par Loïc Soubeyran, son fondateur, et qui a connu une aventure et un développement assez incroyable. Comme d'habitude, on va regarder cette entreprise sous l'angle des achats, de l'optimisation des dépenses, de la stratégie de pilotage des achats de l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Eric et Kevin, qui sont au cœur de ce sujet aujourd'hui chez Swile. Mais tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, messieurs. Bienvenue en tout cas dans cet épisode de Aux Commandes. Merci. Vas-y, je t'en prie. Merci Maxime pour l'invitation. Donc, avec plaisir. Kevin Courtet, 31 ans, je travaille chez Swile avec Eric. Je suis originaire de Bretagne et ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans les achats et 2 ans chez Swile dans le secteur de la tech. Merci de nous recevoir. Donc moi, je suis Eric, je suis directeur achat et supply chain chez Swile, et auparavant, j'étais directeur achat chez Le Bon Coin. Chez Le Bon Coin, ok, intéressant. Et donc tu as connu Milena, exactement, notamment, avec qui on a tourné le premier épisode et qu'on salue au passage si elle nous regarde. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet directement. Il y a eu cette annonce ces dernières semaines sur une info qui était quand même assez retentissante. Swile a atteint la rentabilité pour la première fois, je crois, depuis son histoire. Bien évidemment, c'est un effort qui est collectif et qui n'est pas dû qu'aux achats. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est de montrer en quoi, finalement, le service achat et les ressources achats peuvent être un levier pour atteindre cette rentabilité et optimiser, évidemment, la performance de l'entreprise. Donc, c'est ce que vous allez nous partager aujourd'hui. Ce qui va être intéressant, justement, c'est que vous nous parliez un petit peu parce que je sais que beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent n'ont pas forcément d'équipe achat en place. D'autres ont parfois des ressources achats, mais c'est toujours intéressant de voir quelle est la recette que vous avez appliquée chez Swile. Ça va être intéressant. Vous allez nous partager plein d'exemples. On va essayer de vous donner vraiment des leviers et des tips qui sont activables pour tous. Bien évidemment, vous pouvez écouter cet épisode de commande sur tous les supports de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, mais aussi en retransmission live sur YouTube. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par comprendre un petit peu justement comment le service achat, en tout cas, est né chez Swile. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être de comprendre aussi, alors vous allez voir qu'on va faire plusieurs chapitres en fait, au niveau des différents sujets qu'on va aborder dans cet épisode. Mais le premier, c'est vraiment la mise en place, un peu les 100 premiers jours, quand on arrive dans une entreprise comme Swile, comment justement on arrive et on déploie les achats dans l'entreprise. Qui aussi est un métier qui est méconnu, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Comment se passe votre arrivée, la mise en place des process, l'interaction avec les collaborateurs? Très, très heureux d'avoir votre retour d'expérience déjà sur ce premier point. Ça marche. Je peux démarrer là-dessus. Quand on est arrivé chez Swile, le modèle était le suivant. Donc on était en 2022. Swile était en train de finaliser l'acquisition d'un de ses principaux concurrent qui s'appelait Bimpli. Et on était dans un environnement
où les levées de fonds se faisaient de plus en plus rares pour des grosses compagnies comme Swile qui avaient déjà eu plusieurs tours de levée. Comme beaucoup de sociétés, Swile avait un enjeu de profitabilité et c'est à ce moment-là que le département achat a été créé. Ok. Je pense que le département achat, l'objectif, c'était d'être une des mécaniques, un des leviers d'atteinte de la rentabilité pour Swile. On avait beaucoup de revenus, beaucoup de croissance, et on était au moment où le modèle pivotait chez Swile à la fois par l'acquisition de son principal compétiteur et à la fois par le fait de devenir établissement de paiement et de ne plus sous-traiter une partie de son activité. Donc on a démarré chez Swile dans nos 100 premiers jours, un peu comme on peut le faire chez Le Bon Coin aussi, c'est par cartographier le terrain. Je pense que tu as 2 enjeux au départ. Tu as un enjeu de données, de comprendre où tu es, donc plutôt on va dire du quanti. Tu as un enjeu de comprendre la donnée par le prisme compta. Ok. Donc, sachant que vous dépendez, vous, de l'équipe finance. Exactement. Dans l'organisation. Ouais, on reporte au CFO, on reporte à William. Et par ce biais-là, on a pu, grâce à la comptabilité, exploiter le grand livre et comprendre assez rapidement ce qui s'était passé jusqu'à maintenant, puisque tu as tout le passé, concrètement, avec toutes les dépenses qui ont eu lieu. Donc, tu arrives à reconstruire l'image de Swile et du passé. Et évidemment, on a pu beaucoup travailler avec le contrôle de gestion, le FP&A, pour comprendre le futur. Puisque grâce au FP&A, tu as tous les budgets de ce qui va être dépensé. Et quand tu réunis les deux, tu arrives à cartographier ton terrain et à comprendre qui, en interne, dépense quoi avec quel fournisseur. Et c'est cette question auquel on doit répondre assez rapidement avant d'aller voir les fameux qui, donc tes stakeholders, les personnes avec qui tu vas interagir en interne. Okay. C'était un peu l'enjeu des 100 premiers jours. C'était de comprendre quelles étaient les dépenses, qui dépensait, pourquoi, et après d'aller voir les stakeholders pour identifier les gros enjeux. Donc à partir de là, on a eu une approche par priorité via en fait une approche Pareto, donc le 80-20. Ouais. On a été chercher 80% de notre dépense et 20% de nos fournisseurs. Et sur ces enjeux-là, on a une autre approche qui est connue dans les achats, qui est la Kraljic, où c'est une matrice à 2 axes, où tu vas avoir en synthèse l'impact de ce que tu achètes concrètement sur ton produit. On peut imaginer que plus l'axe en fait, va avoir du poids, plus tu vas t'adresser à ce qu'on appelle les COGS, donc les achats qui vont avoir un impact sur tes ventes. Et plus tu montes sur l'autre axe qui va être la complexité de ton marché fournisseur, plus tu vas monter sur cet axe, plus tu vas être dans une situation monopolistique. Okay. On a identifié 4 chantiers avec nos collaborateurs. Tu as des enjeux qui vont être stratégiques, tout en haut à droite. Tu fais très bien la matrice. Ouais, peut-être qu'on la verra là. Donc tout en haut à droite, tu auras des enjeux stratégiques sur lesquels il faut avoir un peu de discernement, je pense, et d'humilité. C'est-à-dire que dans tes 100 premiers jours, tu auras un faible impact, a priori, sur tes achats stratégiques. Ça va nécessiter plus de temps. En bas à droite, tu as des achats leviers qui vont te permettre de faire du savings et donc des économies. Et donc, pour éviter les anglicismes, des économies et qui vont te permettre d'avoir un très bon mandat en interne auprès de ton CFO pour lui montrer ton efficacité. Okay. Tout en haut à gauche de ta matrice, tu auras les enjeux plutôt goulot d'étranglement, où ton job va être de résoudre des problèmes. Ces enjeux-là vont te permettre d'avoir un mandat auprès de tes stakeholders. C'est-à-dire qu'en bas à droite, tu vas faire des économies et ça va être super pour ta finance et pour ton mandat en interne auprès de ton CFO et ton CEO. En haut à gauche, tu vas gagner la confiance de tes collaborateurs pour résoudre des problèmes et leur permettre de fonctionner plus facilement avec des fournisseurs. Donc, c'était ça nos 2 enjeux prioritaires. C'était d'avoir des résultats rapides auprès de nos collaborateurs et auprès de notre compagnie, notre société, tout en mettant en place aussi le bon framework, puisque plus tu passes du temps avec les collaborateurs, plus tu arrives aussi à avoir une perception de ce que tu dois faire pour faire en sorte que ton organisation achat fonctionne sans contrainte, mais avec efficacité. Ouais. Ok. Une fois que tu as en synthèse ta roadmap, au bout de 100 jours, tu es capable de délivrer. Et pour ma part, il est devenu super urgent d'avoir un doublon.
quelqu'un avec qui je peux collaborer efficacement et qui va être mon partenaire dans cette aventure. Et cette personne, c'était Kevin. T'aurais dit c'était Philippe, j'aurais été vachement surpris, parce Cette qu'en effet, personne- Kevin aurait eu moins d'intérêt sur lui, mais en effet, c'est donc Kevin qui t'a rejoint. Vous étiez juste combien de collaborateurs quand t'arrives toi chez Swile à ce moment-là, Eric? On était autour de 600 collaborateurs. Ouais, donc il y avait quand même déjà Ouais. pas mal de monde. Et ce que j'aime bien, on aura l'occasion d'en reparler dans l'épisode, et Kevin aussi, après tu vas pouvoir évidemment rebondir sur ce que dit Eric, c'est que vous avez vraiment cette notion aujourd'hui de... Alors on pourrait dire qu'il y a 2 acheteurs chez Swile professionnels, mais en réalité, vous voyez tous les collaborateurs de l'entreprise comme des acheteurs B2B. Et c'est ça qui va être intéressant, je trouve, aussi dans votre approche par rapport à ce que tu as décrit. Et donc, Kevin, toi, tu arrives, du coup, tu rejoins l'équipe d'Eric à ce moment-là. Donc, combien de mois après ton arrivée, à peu près, Eric? 6 mois, non? Ouais, quelque 6 chose mois. comme ça, Ok. 6 mois, il me Ouais, semble. à peu près 6 mois après. Ouais, ouais. Donc il y avait déjà eu un beau travail de roadmap et de cartographie qui avait été réalisé. Et juste pour rebondir sur ce que dit Eric, en fait, d'où l'importance de reporter au CFO, c'est de pouvoir collaborer avec les équipes compta et FP&A justement pour avoir accès facilement à ces datas. C'était, je pense, très intéressant. Et au-delà de ça, tu l'as dit, Eric, la partie, le fait d'être humble et à la fois commerçant pour aller travailler avec les stakeholders, je pense que c'est clé. Et comme tu l'as dit, au final, on est 200 acheteurs. Ouais. Donc, avoir ce sens du commerce et cette humilité on ne connaît pas tout, mais on est capable d'aller creuser, aller chercher des sujets avec eux, ça a été hyper important. Ok, je pense que cette prise de conscience aussi qu'en effet, il y a des gens qui dépensent de l'argent dans l'entreprise qui ne sont pas forcément des grands négociateurs, qui ont aussi d'autres enjeux, qui ne vont pas avoir les yeux rivés sur leurs dépenses, qui sont souvent même pas incentivés là-dessus, en fait. À la différence du sales ou du commercial, où c'est quelque chose de beaucoup plus suivi et dans les mœurs. Et donc, je trouve que là-dessus, c'est une approche qui est intéressante aussi de venir un peu, finalement, être un peu business partner auprès de ces personnes-là. Ouais, en fait, on a 200 acheteurs chez Swile. Il y a 200 personnes qui travaillent avec des fournisseurs. Et en fait, les choses étaient bien gérées avant qu'on arrive. Ouais. Nous, je pense, ce qu'on a fait, c'est agir comme un peu des accélérateurs particules pour permettre, en fait, on va en parler, mais de faire mieux, moins et moins cher. Ok. Je pense que tout était bien géré en termes d'achat jusqu'au moment où on est arrivé. Je pense qu'on a permis, avec Kevin, d'agir et de mettre en place un cadre qui a permis de remodeler en fait notre modèle de dépense. Ok, super intéressant. Très bien, donc là vous commencez du coup à partir de ce moment-là à bosser ensemble, et du coup une fois qu'on a fait cette roadmap, un peu ce plan d'action, comment ça va se décliner ensuite en actions concrètes, si on peut avoir la vision la plus concrète possible de comment vous déployez un peu en interne. J'imagine que les gens viennent pas sonner à votre porte, ou peut-être que si d'ailleurs. Je sais que quand on avait fait l'épisode avec Marie-Laure, elle nous avait dit que justement à son arrivée, beaucoup de gens venaient la solliciter, qu'elle avait du coup un peu filtré. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver chez vous? Comment vous avez déployé tout ça? Ouais, il y a 2 cas d'usage en fait. De manière générale, les personnes qui sont moins autonomes sur leurs achats vont venir nous solliciter pour qu'on les aide sur leur sujet. Ouais. Et à côté de ça, selon les projets, comme je disais tout à l'heure, c'est avoir le sens du commerce pour aller aussi chercher les projets, montrer qu'on est présent, résoudre des problèmes, comme l'a expliqué Eric. Et ça, il y a un grand sens de commerce à avoir. Donc vraiment les 2 cas, hein. Soit on vient nous chercher, soit on va chercher les sujets. Et l'étape d'après, une fois que Eric a fait ce travail de mapper le terrain, entre guillemets, les enjeux, ça a été d'acheter moins, d'acheter mieux et d'acheter moins cher. Ok. Et sous ces axes-là, il y a différentes actions, différents leviers qu'on a pu appliquer. Et on va pouvoir rentrer dans le détail. Ouais, curieux en effet de développer un peu ces trois axes. Ouais. Pour ma part, moi, ces 3 axes, c'est avant Le Bon Coin, je travaillais dans un cabinet de conseil et c'est le patron de ce cabinet de conseil qui s'appelle Jérôme Chiarucci qui m'a toujours demandé de travailler ces 3 axes chez nos clients, le mieux, moins et moins cher. Et en fait, il y a beaucoup de leviers que tu peux mettre dans ces 3 axes. À la fin, ces 3 axes, ils te résument un peu ta feuille de route quand même, côté procurement, côté achat. On peut peut-être démarrer avec le mieux, Ouais, complètement. je pense. Le mieux, en fait, c'est vraiment une casquette de consultant, de chef de projet par rapport à la fonction qui est achat, qui est transverse.
Donc en fait, on va aller essayer d'aligner les pratiques en interne, surtout dans un contexte de post d'intégration après le rachat. Ouais, de parce qu'il y Bimpi. avait en plus cette fusion, donc là Ouais, vous intégrez aussi de nouveaux collaborateurs, il y a aussi tout à une fait. culture qui se mélange, j'imagine, enfin, il faut tout Complètement. harmoniser. Tu as les enjeux de synergie. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, donc Mm. aligner les pratiques et aller chercher les synergies avec beaucoup d'optimisation derrière. Donc ce que je disais, c'est que cette intégration, elle a été vecteur de beaucoup de synergies. Pour te donner un exemple très simple dans les achats, en fait, on s'est rapidement retrouvé avec des solutions en double. Si on prend un exemple Ouais. des outils de communication en interne, Mm. on s'est retrouvé avec 2 outils de communication qui, eux, ne communiquent pas entre eux. Mm. Donc on a pris le choix d'en sélectionner un. Donc celui qu'on a décidé d'éliminer, on fait une synergie sur ce niveau-là parce qu'on réduit le panel de fournisseurs. Oui. Et celui qu'on sélectionne, on apporte un nouveau volume de licence avec ces Oui. nouveaux collaborateurs. Et donc on va renégocier les prix. Donc Ouais. on a vraiment une synergie double sur ce point-là. Ouais, donc vous avez un momentum en fait qui est lié finalement aussi à ce contexte, qui va vous donner des billes supplémentaires pour à la fois rationaliser Exactement. et pour être plus fort sur certaines négos ou arriver finalement avec des éléments en plus que vous n'auriez pas eu Ouais, tout à habituellement. fait. Tout à fait. Donc, Mm. il y a eu plein de sujets. Là, je parlais d'un outil de communication. On peut prendre l'exemple des bureaux aussi. Hein. Ouais. Bimpi avait ses bureaux, Swile avait ses bureaux. On a rassemblé tout le monde sur un site. Donc, c'est pareil, hein, on fait des synergies sur le panel de fournisseurs, sur les coûts qu'on évite avec ces évolutions. Tes leviers d'acheter mieux, ils ont un impact organisationnel aussi sur ta structure et ton entreprise. À la fois sur des outils de communication, des bureaux, des choses qui te permettent d'aller plus vite en interne, mais également sur des leviers plus complexes. Désolé pour l'anglicisme, mais sur des leviers de make or buy. C'est ce qu'on a eu sur la partie supply chain. Je ne pense pas qu'on va discuter de ça aujourd'hui, mais typiquement, chez Swile, auparavant, la supply était sous-traitée. Chez Bimpi, elle était adressée en interne. On a créé un département achat et supply où on a mis en place des pratiques supply qui n'existaient pas chez Swile auparavant, qui nous a permis d'aller plus vite dans le delivery de nos services, je ne vais pas faire d'anglicisme, ce qui nous a permis d'aller plus vite dans le service qu'on rendait à nos utilisateurs, et ce qui nous a permis également de faire des grosses économies sur notre production. Donc, ces leviers d'acheter mieux, ils ont un impact effectivement sur tes dépenses, mais également sur ton organisation. Du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Kevin, c'est que, en fait, comme tu dis, tu as ce sujet de l'impact sur l'organisation et donc la rationalisation, mais tes utilisateurs, enfin tes collaborateurs en interne, ils vont utiliser en effet l'outil de communication A, les autres le B, ils sont habitués, donc tu vas aussi leur demander de changer. Eux n'ont pas forcément tout de suite à ce moment-là peut-être le déploiement stratégique de votre côté qui est en train de se mettre en place. Comment vous amenez le sujet ? Est-ce que c'est vous, encore une fois, qui allez dire en fait, on va prendre le A pour X raisons, pour des termes de coûts, je ne sais pas. Quel est votre raisonnement par rapport à ça ? Et comment vous amenez le sujet après en interne pour que les gens aussi suivent le mouvement sur les locaux ? Ça peut être aussi des gens, toi, tu vas dire ok, les locaux vont être plus beaux, tu vois déjà tout ça, ou plus fonctionnels. Mais il y a des gens, peut-être que ça va embêter de déménager. Donc, comment vous arrivez là-dessus à... Je vous dis ça parce que souvent, un des clichés qu'il y a dans les achats, c'est les acheteurs ne se rendent pas compte de nos contraintes, de l'outil, etc. Et du coup, comment vous arrivez, vous, à avoir un peu cette adhésion en interne et fédérer les gens autour de ce plan ? Ouais, en fait, c'est un effort collectif. On amène le sujet sur la table parce que on a fait notre travail d'analyse et de voir qu'on avait plusieurs sujets, plusieurs doublons, etc. Ce travail d'identification enfin un peu d'anglicisme, d'overlap, mais de doublons sur... Et donc ça, vous faites un audit, du coup ? C'est-à-dire que dans la mise en place au début du plan d'action, vous allez interroger chaque stakeholder, je ne sais pas le mot non plus en français, mais gestionnaire de budget. Partie prenante. Partie prenante, ouais. Pour faire un audit de qu'est-ce que tu utilises. C'est un peu ça. Ça fait partie du travail de cartographie qu'expliquait Eric au début. Une fois qu'on a identifié le sujet, on va discuter avec la partie prenante, le client interne qui gère ce budget-là pour discuter du sujet. Et en fait, on ne prend pas de décision sans son accord. On met le sujet sur la table, on évalue techniquement le besoin et les solutions, les alternatives possibles. Et ensuite, en fonction du résultat de cette analyse, on va aller, nous, rajouter une couche de négociation pour négocier avec le fournisseur A plutôt que le fournisseur B, avec les deux aussi, parce que si le coût a une forte, un intérêt fort dans ce cadre, dans cette étude, peut-être qu'on peut
envisager de travailler avec ces 2 fournisseurs et que le prix permettra de prendre une décision au final. Ok. C'est tout à fait juste. Le travail que tu as fait en amont pour ta direction achat, tu le refais dans le cadre d'une PMI, d'une Post-Merger Integration. Tu vas regarder toutes tes dépenses et tu vas, au lieu de le faire que pour une société, tu vas le faire pour 2. Et comme on t'a dit, en fait, on compte sur 200 acheteurs. Et dans ces 200 acheteurs, il y a des preneurs, il y a des responsables de dépenses. Ces responsables de dépenses, c'est à ces personnes-là qu'on va amener des business cases. La chance qu'on a chez Swile, c'est qu'on peut compter sur des personnes qui sont... je vais être chauvin, mais sur des personnes qui sont brillantes. Enfin, on travaille avec des personnes brillantes et qui sont impliquées. Qui sont hyper impliquées. Et la chance qu'on a eue aussi chez Swile, et je pense que ça rejoint le démarrage de notre département achat, ça a été le mandat. On n'était pas là pour rien. On était là pour accompagner une entreprise dans sa profitabilité. Et le mandat, on ne nous l'a pas donné qu'à nous, on l'a donné à tout le monde. Donc, en fait, le mandat, et c'est Loïc qui l'a porté directement auprès de toute la compagnie dès le début, le mandat, il était assez fort et chaque personne était concernée. Donc, quand Kevin a apporté un cas, un business case, donc un cas pratique de bureau, c'était très facile et la solution a été partagée avec tout le monde. Il y avait des solutions, je pense qu'il y avait 10 plans qui étaient envisagés sur la partie bureau. Et ce qu'on a voulu faire, c'était le mieux et le plus logique en termes de dépenses. Ouais, totalement. Peut-être pour donner un autre exemple, et ça rejoint ce que disait Eric sur la partie make or buy, une des synergies qui a été intéressante, c'était de voir que Bimpli avait un modèle avec pas mal d'externalisation et l'utilisation de professional services, donc de services d'externalisation pour différentes tâches, différentes activités. Et cette partie-là, c'était pas dans l'ADN de Swile. En fait, on faisait beaucoup de choses en interne. Et donc, en fait, ça a été vecteur de synergie parce que le rapprochement a permis d'éliminer chez Bimpli cette partie professional services qui représentait un volume de dépenses assez important. Parce qu'au final, chez Swile, on avait les effectifs et les compétences pour le faire en interne. Et ça a été Et ça a été complètement éliminé ou il en reste une petite partie? Il en reste une petite partie. Voilà, mais ça a été vraiment considérablement optimisé. Le dernier point sur le acheter mieux, il y a des enjeux de RSE aussi, qu'on intègre de plus en plus, et notamment avec la maturité qu'on commence à avoir aujourd'hui au sein de l'équipe achat. Donc il y a beaucoup de sujets, on collabore de plus en plus avec notre équipe RSE. On a des enjeux sur... du Made in France, sur la production des cartes. Tu pourras peut-être en parler. Est-ce que vous produisez encore des cartes physiques? Ouais. Du coup, il y a des enjeux peut-être sur le recyclage, ce genre de choses? Ouais, exactement. Ok. Exactement, ouais. Ce qui est intéressant dans le rapprochement de Swile et Bimpli, c'est qu'il n'y a pas eu le modèle Swile qui a été copié à Bimpli et le modèle Bimpli ou le modèle Bimpli qui a été copié à Swile. Je pense qu'on a été chercher un peu le meilleur des deux mondes. Et comme je te le disais, il y avait des pratiques chez Swile qui ont été... je pense dupliquer chez Bimpli, c'est-à-dire que on aime faire les choses nous-mêmes et on compte pas sur les autres pour le faire à notre place, donc on a limité le recours à l'externe, comme l'a dit Kevin. Chez Bimpli, en revanche, côté supply et production, ils avaient une vraie maîtrise et une vraie expertise autour de ça, puisque chez Swile, on produisait des cartes, mais chez Bimpli, ils produisaient encore du papier. Et pour produire du papier, donc des titres restaurants, etc., il y a une expertise à avoir et une logique de fin de vie du titre papier à prendre en compte. Ça nous a permis, en travaillant achat, supply et RSE, de créer vraiment une logique de ta carte, de sa naissance à sa, je ne vais pas dire sa mort, mais à sa fin de vie. Et par là, grâce aux pratiques qu'il y avait chez Bimpli et grâce à l'équipe production, on a réussi à mettre en place une vraie supply chain qui adresse toutes les parties de la carte en ressourçant nos packaging en Europe, en France, en ayant une ligne de production de cartes en France, en mettant en place un partenariat avec une société qui recycle nos cartes et qui les récupère. Donc on a eu vraiment aussi, pour dire acheter mieux, une logique de production
beaucoup plus vertueuse et qui ressemble à ce qu'on veut faire chez Swile. Donc, je pense que le acheter mieux, il nous a permis non seulement de revoir notre base de dépenses, mais également d'avoir un impact sur l'organisation. Ouais, et ça s'étend au-delà de la prod à tous les sujets achats, hein, que ce soit des clauses sociales avec nos boîtes d'intérim avec lesquelles on travaille, aux services professionnels, etc. On a vraiment des enjeux d'achat durable et responsable qu'on intègre au quotidien dans l'évaluation de nos fournisseurs. Super intéressant. Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce que vous décrivez, c'est que généralement, dans le cadre d'un rachat, on a toujours le cliché de la boîte qui se fait absorber et qui se met un peu au pas de la boîte qui rachète. Et vous, là, pour le coup, le mot fusion prend tout son sens, quoi. On voit vraiment qu'il y a quand même des approches parfois différentes, sur ce que tu décris sur les professional services, etc., mais qui vont... Tout le monde, finalement, se remet un peu en question et prend un peu le meilleur, comme tu disais, Eric, des deux mondes. Des deux mondes, ouais. Donc, super intéressant. Donc là, on a parlé justement du acheter moins. Déjà fait. Du mieux, pardon. Maintenant, on va justement enchaîner sur le acheter moins. Je t'en prie. Pour le acheter moins, il y a plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire acheter moins? C'est se concentrer sur l'essentiel et éliminer ce qu'on pourrait appeler le nice to have. Pour ça, on a plusieurs leviers. Le premier, c'est qu'on a un exercice budgétaire chez Swile avec nos équipes de contrôle de G qui se fait à la maille fournisseur. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de se projeter dans le futur à la maille fournisseur et que chaque budget owner, chaque client interne qui possède un budget puisse vraiment se rendre compte de toutes ses dépenses et se responsabiliser là-dessus. Les gens en ont conscience à la base avant que vous meniez ce travail et qu'on parle de ce sujet, mais où est-ce que tu vois qu'il y a des différences entre les personnes qui s'en rendent vraiment compte, qui sont très vigilants là-dessus, et d'autres qui n'ont pas du tout le sujet en tête? C'est variable? Je pense que un de nos enjeux au départ, dans le acheter moins, ça a été justement de mettre en place une délégation d'autorité, de faire en sorte que ces gens puissent être engagés et responsables sur leur budget. Comme l'a dit Kevin, la chance qu'on avait, c'est qu'on avait une équipe FP&A qui était déjà bien structurée et qui faisait des budgets à un niveau assez fin, à la maille fournisseur. Et nous, ce qu'on a pu mettre en place autour de ça, c'est que justement, les personnes qui étaient en charge de ces lignes de budget, en les responsabilisant dans le cadre du process d'engagement de dépenses qui va venir après, on va en parler après, on a pu identifier justement les personnes qui étaient déjà très conscients, très responsables, et c'est cette chance-là aussi qu'on a eu chez Swile, puisqu'on avait le mandat pour le faire aussi. Donc vous avez quand même finalement un peu ciblé les premiers ambassadeurs qui avaient aussi ce potentiel à avoir conscience des enjeux et devenir peut-être les futurs exemples aussi de l'impact que peut avoir la démarche après auprès des autres collaborateurs. Ouais, je pense qu'on avait vécu deux choses. C'est effectivement d'identifier ta délégation d'autorité qui va être en charge de dépenser en fait jusqu'à combien. Et il y a quelque chose aussi chez Swile, c'est qu'au même moment où on est arrivé sur le acheter moins, on a quand même pivoté la manière dont l'entreprise en fait engageait des dépenses. Typiquement chez Swile, on a mis en place un niveau de responsabilité chez les donneurs d'ordre directement et on a mis fin, pas nous en tant qu'équipe achat, mais vraiment en tant qu'entreprise, à tout ce qui peut ressembler à des centres de services partagés. Donc en gros, tu n'as pas chez Swile de centres de services partagés qui vont engager à la place d'eux. Au contraire, quand tu as une équipe qui a besoin d'un CRM et qui a besoin en fait de ce CRM pour faire son job, il faut que cette équipe elle soit en charge de son budget plutôt que tu aies une équipe de centres de services partagés qui va devoir faire les gendarmes sans arrêt pour leur expliquer qu'on ne peut pas prendre de nouvelles licences ou pas prendre de nouvelles features, etc. Quand tu les responsabilises, tu sais, les gens, je pense que il ne faut pas trop les babysit ou les materner. Je pense que tout le monde est très responsable à partir du moment où tu leur donnes les clés de leur camion et le mandat. Où... Et tu leur expliques les enjeux. Exactement. Bien sûr. Donc, on a eu ce pivot aussi quand on est arrivé, dont on n'a pas parlé, mais qui est la fin de ces centres de services partagés. Et effectivement, cette délégation d'autorité qui nous a... qui s'est mis en place d'une manière d'une manière simultanée pour qu'on puisse donner un peu les clés du camion à toutes ces personnes-là qui étaient en charge et qui devaient être capables d'engager Swile au niveau de ses dépenses. Justement, tu vois, la réaction que j'aurais tendance à avoir quand j'entends ça, c'est de me dire que finalement, tu vas donc
donner de l'autonomie, et ce qui est, je pense, assez malin, parce que vous ne pouvez pas être non plus sur tous les sujets et vous ne pouvez pas vous démultiplier. Je ne sais pas combien vous êtes de collaborateurs aujourd'hui maintenant chez Swile. On est autour de 800 Ouais, aujourd'hui. 800, donc Ouais. voilà, ça fait quand même beaucoup de sujets à gérer. Et les personnes à qui tu vas faire ta délégation d'autorité ne sont pas forcément aguerries, tu vois, par exemple, je sais pas, à la négociation, etc. Et tout. Donc en fait, comment tu vas arriver aussi à assurer un peu Donc tu leur donnes de l'autonomie et vous êtes en totale confiance et c'est eux qui gèrent, ou comment ça se passe après dans les Ouais, interactions avec les personnes? En fait, en parallèle de ça, on a mis en place un process de purchase request. Ok. Donc, ça veut dire que chaque personne fait sa demande d'achat avant d'engager, avant l'acte d'achat. Ok. Donc là, vous avez une première étape qui vous permet, vous, de prendre connaissance des sujets, C'est ça. d'avoir justement cette vue assez en amont sur ce qui va être engagé, quoi. Ouais, et puis en fait, surtout le point, c'est que ça responsabilise les gens qui sont propriétaires de leur Oui. facture. Ouais. Ouais. Donc en fait, c'est ce que disait Eric, il y a vraiment une responsabilité collective sur chaque euro dépensé pour l'entreprise. Ouais, en fait, pour acheter moins, on a dû résoudre un problème au départ qui était un problème de process. C'est-à-dire que quand on est arrivé chez Swile, tu avais des execs, donc des membres du comité exécutif de Swile, qui validaient toutes les factures. Ok. Et tu avais deux problèmes autour de ça. C'est que valider une facture, et c'est un peu la vision qu'on a, donc tout le monde ne sera pas d'accord, mais pour nous, ça ne sert à rien, en tant qu'exec en tout cas. Et quand tu valides tout, finalement, tu valides rien. Ouais. Donc, l'enjeu qu'on a eu très rapidement pour mettre en place un process qui était fiable et qui marchait et qui avait du sens pour tout le monde parce qu'on ne voulait pas l'imposer comme une contrainte, ça a été de remonter un peu la chaîne. Une facture, quand elle arrive, elle doit être payée ou tu as un conflit autour de cette facture, il faut dealer avec ce conflit. Ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre en place, pour acheter moins, un modèle de demande d'achat. En synthèse, la demande d'achat, c'était de se dire on veut que la dépense soit validée avant qu'elle ait lieu. Oui. Donc de reprendre les éléments avant la facture. Donc nous, pour adresser les sujets, on en a parlé, mais on comptait sur le FP&A. Grâce au FP&A, on avait une vue complète des achats. Ce qu'on souhaitait, c'était donner de la visibilité à nos... on a parlé de délégation d'autorité, de DOA, Delegation of Authority. Notre enjeu, c'était de donner la visibilité aux personnes qui avaient le pouvoir d'engager Swile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la validation qui était à l'étape de la facture. On l'a mis à un niveau de demande d'achat. Et en mettant ça au niveau des demandes d'achat, on a mis en place des paliers. Ouais. Où, en gros, un directeur, un VP, un C-level chez Swile vont avoir différents paliers de validation avant que la dépense ait lieu, ce qui te permet d'engager ces différentes personnes au début du process et de pouvoir dire non. C'est-à-dire d'avoir une vraie action, de dire non, on ne dépense pas ça, donc achetez moins. En faisant ça, et en responsabilisant des personnes qui, avant, ne validaient pas, puisque toutes les factures étaient validées au niveau des C-level, ça a permis de permettre aux C-level de ne plus faire un acte administratif de valider des factures, mais de vraiment prendre en compte un niveau de dépense assez élevé dans leur validation et de permettre de responsabiliser des personnes qui étaient dans leurs équipes et de mettre le doigt sur des choses. Tu avais plusieurs cas de figure. Tu avais des choses qu'on continuait de payer qui n'étaient plus nécessaires, qu'on pouvait arrêter. Tu avais des choses dont on ne se rendait pas compte, puisqu'en fait, quand tu valides beaucoup de factures au fil de l'eau, tu ne vois pas le montant total finalement. Exactement. Ouais. Tu l'as au niveau du budget, mais c'est noyé dans des grosses lignes, etc. Donc en gros, c'était ça. Pour acheter moins, pour être dans les sujets, pour te répondre, il a été très dépendant de l'interne. Et très dépendant de ce cadre de travail que nous, on a pu peut-être mettre en place. Ouais, et puis ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est, tu le disais, on est en amélioration continue sur ces sujets-là. Donc c'est continuellement intéressant et challengeant. Et t'en parlais, on a vraiment mis... la mise en place d'un outil, ça a permis d'accélérer toute cette structure, d'automatiser la partie délégation d'autorité, d'automatiser la comptabilité, de processer de plus en plus de data avec une boîte qui est en croissance, d'avoir de la data en temps réel pour nous alimenter. Une vision, en 2 clics, on est capable d'avoir un spend cube, de voir qui achète quoi auprès de qui en temps réel. C'est quoi en gros le spend cube? Spend cube, c'est ce qu'expliquait Eric tout à l'heure, c'est vraiment tous tes achats auprès de quel fournisseur et qui fait ses achats chez Swile auprès de quel fournisseur.
Ok. Et je me fais une toute petite parenthèse, parce que c'est vrai que quand on vous entend parler, il y a vraiment ce fonctionnement quand même en binôme qui est intéressant. Comment vous arrivez à exécuter tout ça, à déployer en fait à vos actions au quotidien, et en même temps, vous, tous les deux, arriver à avoir du recul par rapport aux choses. Tu vois, peut-être que toi, Kevin, tu vas observer des choses, tu vas revenir sur ce que vous êtes dit. Comment se passent vos interactions entre vous et à quelle fréquence comment vous fonctionnez tous les deux? Très mal, hein. Je pense qu'il faut être organisé. Ouais, déjà, ouais. et Vous faire- êtes là-dessus assez similaires? Est-ce que vous êtes tous les deux très organisés? Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je pense que Kevin est meilleur que moi là-dessus. Ok. Non, et puis tu parlais aussi de discernement tout à l'heure. Je pense que c'est clé. Ouais. En fait, faut prioriser aussi les actions. Ouais. En fait, on n'est pas beaucoup non plus côté. Vous êtes procurement. d'accord sur la priorisation souvent? Ou il y a des discussions? Ouais. Ou généralement, vous êtes plutôt alignés sur... En fait, on se la vision. challenge mutuellement, mais je pense qu'on Ok. on tombe rapidement d'accord au final. Ok. hein. Ouais. On s'aide à réfléchir, je Ouais. pense. C'est un peu l'enjeu. Et on se fait confiance Ouais. aussi. Je pense que c'est la... Hmm. On s'aide à réfléchir. Le discernement, c'est important. Je crois Ouais. que c'est toi qui me l'as dit, pour le coup, ça. Et c'est une des valeurs qu'on essaye d'apporter, c'est le discernement sur, justement, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est pas. Et prendre du recul aussi. Ouais. Pas subir des pressions, que ce soit en fonction des projets en interne, que ce soit avec les fournisseurs. Je pense que c'est clé pour avancer. prendre Sur du les recul. enjeux que vous traitez, là on parle aujourd'hui de l'atteinte à la rentabilité et tout. C'est des enjeux qui sont clés pour la boîte. En effet, Ouais. comme tu dis, ça peut être des choses qui sont quand même pressurisantes avec des vrais deadlines, des vraies échéances, quoi. Ouais. Tout à fait. On sera amené, je pense, à en reparler aussi un peu plus tard dans l'épisode, mais on a parlé donc du acheter mieux, du acheter moins. Maintenant, le grand sujet que tout le monde attend, c'est comment achète-t-on moins cher? Peut-être Et là- pour introduire le sujet, Vas-y. on a deux sujets sur le acheter moins cher. Mm. Donc déjà, acheter moins cher, c'est en partie c'est négocier. Donc on a deux approches chez Swile. Mm. Soit on lead la négociation et donc on travaille en collaboration avec nos clients internes, mais on gère la négociation. Ou soit on va plutôt coacher. Ok. Et pour ça, on a mis en place un training de formation qui permet soit de rendre autonomes les collaborateurs sur leur négo, soit de les onboarder, ça peut être les deux à la fois, soit de les onboarder sur des négos rapidement et facilement en mettant en place un jeu de rôle avec nos clients internes. Ok. Et ça, c'est intéressant, tu vois, moi, c'est ce que j'observe aussi beaucoup dans mon quotidien. C'est que finalement, ce sujet de la négo, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté, notamment dans ces trainings? Donc ça, c'est super intéressant. Vous partagez un peu comment c'est organisé, peut-être à quelle fréquence, comment vous mettez en place, sur quoi ça repose aussi. Est-ce que vous êtes inspiré de bouquins, d'exemples de négo que vous avez eu, vous Sur le point que tu Sur la évoquais, négo, avant de ouais. rentrer dans le détail, je pense que le but de ce training, c'est justement d'enlever les barrières et de briser la peur de la Ouais. négo qu'on peut retrouver chez certaines personnes. Que tu expliques comment, toi, Kevin? Je pense que c'est justifié dans le sens où pour négocier, c'est faire preuve de courage, il faut faire des demandes aux fournisseurs. Oui. Donc il y a cette partie un peu peur et le fait d'avoir du courage, de contacter le fournisseur, de lui faire une demande. Et à côté de ça, il y a souvent des pensées limitantes. On pense que on ne sera pas capable de le faire ou parce qu'on n'a pas on n'est pas la bonne personne, on n'a pas les compétences pour le faire, alors qu'en fait, tout le monde est capable de le faire. Et nous, le but du training, c'est de donner les clés aux gens pour, de manière très simple, briser cette peur et rendre ça ludique, montrer que c'est un jeu, en fait, et qu'on a tout à gagner à aller discuter et à savoir avoir quelques clés pour négocier. Ok. Et donc, du coup, comment vous amenez ça en interne? Comment ça s'orchestre? On a amené ça au travers du jeu. Pour plusieurs raisons. En fait, je crois que le point de départ avec Kevin, ce qu'on a vécu, c'est que dans le cadre de nos études, qui sont des études d'école de commerce, dans des masters spécialisés dans les achats, on n'a pas eu les cours de négo qu'on aurait aimé avoir, en tout cas. On a eu beaucoup de théorie et on a eu peu de leviers activables. Donc, au travers de nos rencontres, je pense, dans nos jobs précédents, on a rencontré des personnes qui nous ont vachement influencés. Je t'ai parlé de Jérôme tout à l'heure. Oui. Il y a Arthur Chocroun aussi, moi, qui m'a beaucoup influencé dans la manière de dérouler une négo.
Et après, on a commencé à s'intéresser à ça parce que tous les deux, on prend ça comme un jeu. Et c'est ce qui nous a permis d'embarquer nos collaborateurs avec nous, puisque pour ne plus avoir peur de négocier, il faut des leviers activables. Donc on s'est dit, mais comment on peut leur expliquer comment négocier facilement avec des leviers activables et comment on peut leur montrer que c'est fun, que c'est marrant en fait de négocier. Et le jeu a servi à ça, c'est de faire un cadre de jeu de rôle où c'est fun de le faire. Il y a un enjeu à la fin, il y a une situation de négociation. Ils vont réussir ou pas. Peu importe si même ils réussissent pas, par contre, ils auront appris des choses. Et ils vont s'amuser après à reprendre tes leviers, à les mettre en œuvre dans leur négo et à revenir te voir en étant content du résultat qu'ils vont atteindre et en ayant pris du plaisir à le faire. Donc c'était un peu ça l'enjeu qu'on a eu nous, au travers du Il y a des coaching. talents qui se révèlent. Vous voyez des gens qui, justement, après deviennent vraiment bons sur la négo, qui arrivent à pousser le truc un peu loin et arriver à faire des choses qui sont vraiment assez impactantes. Il y a des très bons élèves qui nous challengent. Ouais. Ok, Ouais, complètement. intéressant. Et sur les jeux de rôle, du coup, c'est quoi les choses que vous mettez un peu en place, je sais pas, lors des formations On en avait deux. Ouais. On veut pas faire des jeux de rôle de négociation avec un fournisseur. C'est pas Ouais. l'idée en fait. L'idée c'est de faire quelque chose. Si tu veux, quand tu es dans un training en interne animé par des personnes en interne, la grosse maladie, ça va être que les collaborateurs vont être sur leur mail à répondre à des choses et à faire des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de faire avant. Ouais. Donc nous, notre job, c'est de faire en sorte dans les formations et notre réussite, c'est quand les personnes clapent leur ordinateur. Ouais, capter l'attention. Exactement. C'est clair. Donc là, par exemple, notre jeu de rôle du moment, c'est une évasion de prison. Ok. Donc ça sort complètement de ton ordinaire de travail. T'es un prisonnier, t'es au milieu d'une prison, tu dois négocier avec un co-détenu quelque chose qui va te permettre en gros de t'évader ou pas d'ailleurs. Et à partir de là, en fait, tu vas participer à un jeu de rôle qu'on va corriger au fur et à mesure parce que tu as le jeu, des ancrages théoriques et l'idée c'est qu'à la fin tu ressortes avec une toolbox qui te permettent de mettre en œuvre les leviers que tu as appris. Donc on a une évasion de prison. Avant, on avait une fin, c'est toujours très angoissant, mais une fin du monde où tu devais négocier une fusée avec Elon Musk. C'était tu vois, des choses un peu qui sortaient de l'ordinaire et qui permettaient aux gens, quand tu leur montrais un deck de formation avec des gifs partout, ça permettait de clapper les ordinateurs et d'avoir la concentration de tes interlocuteurs. Ok. Et là, sur les personnes qui sont dans la salle, vous avez de tout, quoi. Là, pour le coup, de tout service, tout j'allais dire, niveau hiérarchique. C'est une formation que vous dispensez à tout le monde. Ouais, en fait, on essaye quand même de se concentrer sur les gens qui Oui, qui achètent vont être dans la boîte, concernés, qui sont plutôt concernés Ouais, par bien justement des achats, des demandes d'achat, etc. Et oui, hein, on travaille avec les workplace managers, le legal, le marketing. Enfin, on va même jusqu'aux sales parfois. Donc tout le monde est susceptible de participer à ce training. Je pense que c'est intéressant, tu vois, notamment la partie commerciale, parce qu'il y a justement beaucoup de vendeurs qui écoutent ce podcast. Franchement, je suis sur l'audience, c'est assez surprenant. On est quasiment sur du 50-50. Le but aussi de ces épisodes, c'était de réunir un peu les deux mondes. Moi, qui est justement un gros passif en vente et de recevoir des acheteurs. Et en fait, c'est assez marrant de voir à quel point les vendeurs souvent réagissent aux épisodes en nous remerciant de leur montrer, en fait, comment fonctionnent les achats, quels sont les enjeux, etc. Et on voit qu'il y a vraiment encore, au niveau, en effet, des commerciaux, une méconnaissance du métier des achats, qui se résume souvent pour eux à « j'ai mon deal qui va signer » et là, il y a quelqu'un qui apparaît, il y a Kevin qui déboule et ça tourne mal, entre guillemets, pour les conditions que j'espérais signer. Non, ça tourne bien. Ou ça tourne bien, bien sûr, j'en doute pas avec Kevin, mais en tout cas, tout dépend encore une fois là, de quel côté on se place. Mais en tout cas, la méconnaissance sur ce rôle-là, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà sensibilisé, vous les sales en interne de Swell, qui doivent avoir aussi des enjeux de négo, finalement, dans leur côté, chaque jour, dans votre business? En fait, on se va pas tous être d'accord là-dessus, mais je crois qu'on a à peu près le même job et la même manière d'opérer les négociations. La seule différence dépend des sujets et des rapports de force que tu vas avoir. Et l'acheteur n'a pas tout le temps le rapport de force pour lui. Et je pense qu'on a les mêmes manières d'opérer. Nous, ce qu'on a appris donc, avec les personnes dont je t'ai parlé avant, c'est qu'il fallait négocier comme si tu n'avais rien à acheter. Et donc, en fait, quand on communique avec nos sales, on leur explique qu'en fait, il faut qu'ils aient rien à vendre. Et déjà, au travers de ça, tu auras déjà beaucoup plus de capacité à négocier et à être beaucoup plus serein dans ta... Ça, c'est marrant ce que tu dis, Eric, parce que j'ai souvent remarqué justement que
dans la négo, les gens avaient tendance à beaucoup justifier, à beaucoup amener, c'est-à-dire me faut un max d'arguments pour argumenter ma négociation. Alors qu'en fait, les bons acheteurs disent souvent qu'il faut au contraire pas trop parler et arriver justement avec son objectif et est-ce que vous, là-dessus, c'est quelque chose qui vous parle et ça fait partie, par exemple, des messages que vous communiquez. Ouais, Je sais que vous complètement. êtes plutôt des négociateurs, on va dire, aguerris. Ce côté, voilà, de laisser des blancs, de pas non plus d'arriver finalement à quelque chose qui est très concret. Et voilà, moi, je dois atteindre ça. Et... Ouais, complètement. Dans le Mm. comment est-ce qu'on, en fait, on a divisé la négociation en tant que telle en différentes étapes. Et en fait, il y a une première phase d'empathie avec. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est une espèce de petite toolbox. Où quand je rencontre, j'ai un premier meeting avec un fournisseur, c'est de remplir les cases, de comprendre qui est la personne, à qui elle reporte, comment elle est placée dans son organisation, quels sont ses enjeux, Mm. quel est son mandat, Ça, tout ce que etc. tu décris, Kevin, tu vois, je trouve ça c'est super intéressant parce que c'est vraiment. Je pense que dans la négo, il y a vraiment cette dimension de préparation. Enfin, pour moi, déjà d'avoir du temps, de bien se préparer. Et souvent, je trouve que c'est une partie qui est super sous-estimée. Bon, moi, Ouais, complètement. j'échange, tu vois, avec des gens qui sont amenés à gérer ces sujets. Et donc, ouais, ça, toi, tu passes vraiment du temps. Tu as un peu un espèce de template comme ça où tu vas vraiment chercher de l'information Ouais, pour ne serait-ce que t'imprégner un peu du contexte. ouais. Alors en Hmm. fait, la préparation, c'est même une étape avant ça. Là, c'est Oui, vraiment ok. la mise en place du contexte Hmm. avant d'arriver au point que tu évoquais, Ouais, qui est la phase, après l'empathie, la phase de courage, ok. où il faut être capable de faire une demande et de se taire et ne pas argumenter. Et en fait, ce qu'on remarque avec Eric, c'est que la plupart des négos, elles se terminent là. Parce que si tu as bien fait ta phase de contexte Hmm. et que tu as adapté ta demande à ce que tu as compris ton interlocuteur, son environnement, son mandat, sa capacité à prendre des décisions ou pas, etc., ta demande, tu vas la viser juste C'est ça. et en fait, tu vas tomber d'accord rapidement. Oui. Et si, donc, la plupart des négos, elles se terminent là. Hmm. Donc ça, c'est les deux étapes clés du début d'une négociation. Hmm. Et si tu ne te mets pas d'accord à ce niveau-là, en effet, là, on va arriver dans une étape de négociation, d'ouverture, avec plein de choses on va peut-être rentrer dans le détail, mais Hmm. de questions, de PNL, plein de phases différentes, Hmm. avant d'arriver au closing, justement, qui te permet de terminer la négo. Ouais. Le training, il est organisé en 2 étapes. C'est ce que disait Kevin. On a la phase préparation et la phase déroulée en 4 étapes. Donc, en gros, la phase préparation, on est assez fan avec Kevin de quelqu'un qui nous a beaucoup influencé, qu'on n'a jamais rencontré pour le coup, mais qui s'appelle Laurent Combalbert, qui est un ancien négociateur du RAID. Oui. Et on a écouté et lu beaucoup de choses de Laurent Combalbert. En fait, il a une méthode de préparation qui s'appelle la méthode Hermione, et on engage tout le monde à checker le contenu de Laurent Combalbert là-dessus. Et Hermione, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de comprendre le contexte de ta négociation, le contexte à la fois aussi émotionnel, le niveau d'intensité, le niveau de mandat, et aussi de définir tes objectifs en amont en ayant à chercher un objectif commun partagé et cette chose-là qui le représente. Et c'est vraiment sa marque de fabrique. Nous, on l'a adapté à notre environnement commercial. Donc, on a une première étape de formation autour de cette préparation, comment on se prépare à rentrer en égo. Et après, comme disait Kevin, effectivement, il y a les 4 étapes. Empathie, courage principalement. Et puis après, négociation, quand c'est pas suffisant, et closing. C'est 4 grosses étapes clés avec des leviers dans ces étapes qui sont activables, des choses faciles à mettre en place. Et pas nécessairement de la théorie, vraiment des choses faciles à mettre en œuvre. Je trouve que ce qui est intéressant dans votre approche, et je ne sais pas si c'est propre à vous, finalement, votre personnalité et peut-être la culture aussi de Swile, il y a vraiment cette notion quand même d'équipe qui est très forte. Et je trouve qu'il y a beaucoup de valeurs de transmission dans ce que vous décrivez, quoi. On sent que plus vous pouvez donner de l'autonomie, plus vous pouvez déléguer et finalement développer les gens en interne, mieux vous avez l'air de vous porter, entre guillemets. Est-ce que vous, votre vision, justement, à quel moment vous serez content, vous voyez, si vous terminez l'aventure Swile, qu'est-ce que vous aimeriez avoir mis en place et c'est quoi j'allais dire, vraiment la partie un peu reconnaissance quoi, dans votre job, en fait. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, au-delà, évidemment, de l'aspect impact, économie, où j'imagine que ça, c'est des choses qui sont propres aussi à votre job, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous voyez et qui vous font plaisir et qui vous montrent l'impact que vous avez au jour le jour auprès des équipes, qui sont des choses peut-être plutôt Ouais, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ouais.
C'est toujours cool quand on a des collaborateurs qui viennent nous voir. Ouais. Tiens, j'ai mis en place ces actions-là, Mm. j'ai fait ma demande et je me suis tué après. Ouais. J'ai laissé un Qui silence. appliquent les recettes et qui- qui viennent te faire du feedback en Ouais, disant qui ça a était- marché. qui Quoi. était quelque chose que c'était gênant en fait. Il y a des collaborateurs, pour eux, c'était gênant. Le silence était gênant. Ouais. 2 secondes de silence Ouais. était gênant. Et qui nous disent j'ai pas lâché le morceau et finalement j'ai trouvé un accord. Et c'est valorisant parce que nous, ça nous fait plaisir de partager ces infos-là. Et puis, comme on l'a dit, c'est assez marrant de faire ces petits ces jeux dans le cadre de ce training et de voir que finalement ça marche et que les gens sont capables de prendre leur téléphone et de gérer une négo en autonomie sans faire appel aux achats, par exemple. Pour nous, on a tout gagné quand on arrive à ce niveau-là, quoi. Complètement. Ouais, complètement. Comme on t'a dit, on a 200 acheteurs. Ouais. Et ils font partie de notre équipe élargie. Ouais. Donc, notre enjeu, c'est... C'est vrai qu'on a envie de... C'est peut-être, tu sais, au travers du jeu, de nouveau, peut-être qu'on aime bien jouer, mais on a envie de finir le jeu, complètement. Donc, je sais pas si à la fin, on disparaît, côté c'est achat. peut-être ça, Mais c'est un peu le truc, on veut finir le jeu et on veut le finir à 100%. Tu sais, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, que tu as envie d'avoir toutes les quêtes secondaires, c'est un peu l'équivalent. Et donc à la fin, je sais pas si... de toute façon, tu sais, je pense qu'il y a des jobs qui évoluent dans le temps. Je pense qu'on se dirige dans un environnement où, côté tech, en tout cas, il y a eu beaucoup d'innovation sur les outils, sur la manière d'acheter. Peut-être qu'effectivement, l'innovation achat va permettre de former des collaborateurs. Peut-être que certaines boîtes n'ont pas besoin de direction achat pour réussir à bien acheter. Complètement. Donc il y a beaucoup d'outils sur le marché maintenant qui se mettent en place là-dessus. Ok. Nous, ce qu'on a regretté, en tout cas dans nos études, C'est ce que c'était la j'avais formation. Ouais. Là, sur la formation. À la négo. Je Ouais. pense que c'est le truc qui nous a manqué. Ouais, c'est vrai. Ok, donc Kevin, dans ce que je comprends, ce que tu dis sur justement cette phase de courage, c'est que tu vas arriver avec ta target précise et que là, normalement, les négos sont censés s'arrêter dans, je crois, 80% des cas, ce que tu nous disais. Quid des 20% restants? Quand ça ne s'arrête pas là, qu'est-ce qui se passe après ça, en fait? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une phase d'ouverture où, avec Eric, on a essayé de synthétiser plusieurs axes, plusieurs actions, plusieurs leviers pour ouvrir la négociation, justement, et discuter. Donc, il y a pas mal il y a plein de choses qu'on aime. Un des points clés, je pense, c'est la manière de poser des questions ouvertes pour faire parler notre interlocuteur. Pour ça, on a plein de choses. On a la question calibrée qu'on aime bien, qui est un truc qu'on a pris de Chris Voss, qui est un ancien du FBI. Qui a écrit un très bon bouquin, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le bon titre, on vous le partagera, qui s'appelle Never Split the Difference, qui est Ne jamais couper la poire en deux, je pense en français. Je sais pas si c'est ça. Très bon bouquin sur la négociation, et en effet, c'est un ancien directeur du FBI qui l'a écrit. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je pense que c'est intéressant de partager l'info. Ouais, carrément. Et pour ça, en fait, pour appliquer ce modèle-là, c'est que quand on a le temps de se préparer à une négo, on a toujours une boîte de 6-7 questions qui sont un peu, comme tu aimes le dire, Eric, des balles dans notre revolver et qui permettent de faire parler notre interlocuteur et de mieux comprendre ses enjeux, de faire avancer la négo. Ouais. Et le but pour vous, c'est de jamais être coincé et être sur un status quo qui avance pas, quoi. Exactement. Ouais, le but pour nous, c'est de trouver un accord dans une situation de désaccord. Ouais. Et une fois que l'accord il est trouvé, il n'y a plus de négo. On va passer peut-être à la dernière partie qu'on voulait aborder ensemble. Tu en as un petit peu parlé, Eric, sur le côté justement le développement aussi un peu des nouveaux outils, dans justement ce qu'on appelle un peu la stack procurement, donc les outils qui sont liés aux achats. En effet, ça bouge beaucoup ces dernières années. Souvent, et je pense que sur le thème des achats, c'est aussi un sujet, les gens ont peur de rajouter des nouveaux outils, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de complexité. Je pense que c'est aussi très lié à ce que tu décris sur le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs en présence qui sont généralement des grosses usines à gaz, des choses très complexes à déployer. Souvent, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus sur les ventes. On voit que les boîtes investissent souvent sur les ventes avec des gros CRM, des choses complexes. Sur les achats, c'est un peu moins le cas. En effet, là, les choses changent un peu. Comment vous avez nourri votre réflexion là-dessus et comment vous arrivez après à mettre en place et à utiliser finalement ces nouveaux outils qui sont assez variés dans votre quotidien? Je pense qu'on est assez frugal sur le sujet. On a mis en place un P2P, donc un outil de procure-to-pay, qui est un outil transactionnel de la demande d'achat jusqu'au paiement du fournisseur. Oui. On n'a pas beaucoup plus d'outils que ça aujourd'hui. En revanche, on travaille sur des sujets de comment est-ce qu'on peut automatiser et digitaliser nos gestions de contrats, nos alertes de fin de contrat, par exemple.
On a des sujets de plus en plus de SRM, donc de Supplier Relationship Management, de comment est-ce qu'on fait collaborer les différentes équipes autour du procurement, que ce soit la RSE, le legal, la sécurité. Parce qu'en fait, il y a etc. beaucoup de sujets dans votre sujet, quoi. Exactement. Et pour même un outil, c'est toute la complexité de la chose. Et donc, il y a des alternatives. Soit on est plutôt dans une optique best of breed où on va rajouter des briques à notre outil de base qui est le P2P. Soit on peut aussi le faire évoluer notre P2P vers des nouvelles fonctionnalités. On va rajouter des modules, etc. Donc, il y a deux approches. On travaille sur le sujet en ce moment. On essaye de se faire une vision pour avoir vraiment le meilleur des mondes et pouvoir scaler sur ces sujets-là en interne. Ouais. On l'a fait par étapes, en fait, ce développement. Quand on est arrivé, l'objectif, c'était, comme on s'est dit, c'était comment tu donnes le pouvoir à tes collaborateurs qui peuvent engager la dépense. Donc, le premier truc, ça a été d'utiliser au début un outil qu'on avait à dispo. Comme ça, on ne changeait pas les habitudes des collaborateurs. C'est un outil de capture de facture. On a juste, en fait, pivoté l'outil pour réussir à utiliser plutôt la délégation, en fait, la demande d'engagement de dépenses. Oui. Donc ça a été un changement de process pour les collaborateurs plutôt que d'outils. Et ça a été vachement bien accepté parce que ça a réduit le nombre de transactions. Tu avais 5 factures pour une demande d'achat. Donc en fait, les gens validaient moins, donc c'était mieux. Et les personnes pouvaient avoir une vision des dépenses avant que la dépense soit engagée. Ensuite, ce qu'on a fait, une fois que le process il était bien accepté, ça a été de déployer un P2P un peu plus solide, mais encore une fois avec un éditeur qui est issu de cette nouvelle génération. Donc, déploiement rapide avec un outil qui nous a permis d'automatiser en fait, notre comptabilité et de permettre d'avoir des axes un peu plus complexes au niveau de la délégation d'autorité des dépenses, de pouvoir rentrer dans des notions de validation à des niveaux de catégorie, à des niveaux de fournisseurs. Toujours cet aspect très granulaire qui est quand même clé pour vous en fait aujourd'hui. Je pense. Et le chapitre 1, il s'est un peu closé là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu un chapitre 1, comment on met la base en fait, d'un process achat. Et maintenant, dans ce que dit Kevin, on s'intéresse vachement au chapitre 2. Comment on va plus loin au niveau de la gestion de nos contrats, comment on subit plus des renouvellements, comment on échange des augmentations de prix. Exactement. Comment on échange des informations plus complexes avec nos fournisseurs au niveau de leur pratique RSE, au niveau de la compliance, c'est-à-dire des risques de fraude qu'on peut avoir. On est dans ce chapitre 2 aujourd'hui, de se dire comment on fait ça, mais toujours avec l'ambition de ne pas créer... quelque chose de trop complexe, trop contraignant, quoi. Exactement. On doit continuer de scale et on ne peut pas se permettre d'avoir de la contrainte. En fait, l'outil, il est là pour résoudre la contrainte, il n'est pas là pour t'en apporter. Et parfois, on a l'impression qu'avec les outils existants, en tout cas les outils qui existaient jusqu'alors, c'était un peu le contraire, quoi. Il te fallait des gens pour faire tourner un outil. L'outil il est censé tourner pour des personnes. C'est pas le contraire. Je pense que ça, c'est un enjeu clé. Moi, je le vois aussi souvent avec fréquence quand on travaille sur des boîtes qui vont récupérer, par exemple, des contrats, essayer de chercher de l'information. Je suis déjà resté avec des acheteurs qui restaient 20 minutes devant leur outil pour trouver un doc. Il y a vraiment des outils qui ont souvent mis beaucoup de surcouches et qui ont essayé d'additionner finalement beaucoup de choses. Et là, on voit qu'il y a quand même vraiment maintenant ce que tu dis sur le côté best of breed, avec des choses qui sont beaucoup plus focus, beaucoup plus agiles, no code, qui offrent aussi beaucoup de possibilités et permettent beaucoup plus de moduler finalement quelque chose qui ressemble à votre façon de travailler. Tout à fait. Tu fais bien de le dire. Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, nous, on a un challenge. C'est qu'on a une boîte tech. Bien sûr. Qu'on a une appli qui est hyper facile, avec le moins de touches possible. Vous même amené beaucoup de disruptions sur votre marché via finalement l'approche de Swile. Donc le but, c'est d'être en accord aussi avec ça. C'est-à-dire que si on a une expérience pour nos clients qui est top et que nous, en interne, d'ailleurs, on crée un process qui est lourd et compliqué, il faut qu'on soit le plus smart possible sur ces sujets-là. Et on en revient aux commerçants. Si tu fais venir des gens dans ta boutique et que le logiciel de caisse... c'est ça. Donc, tu as envie d'avoir une expérience fluide pour tes collaborateurs. Sinon, tu apportes des contraintes et les personnes ne voudront plus... c'est pas qu'elles ne voudront plus travailler avec toi, tu as le mandat, mais en fait, vont essayer de t'éviter. Et ça, c'est vraiment ce que tu veux pas. Ok. Top. Merci beaucoup déjà pour toutes ces informations. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous avez partagées aujourd'hui qui sont franchement des choses super activables. Merci beaucoup pour aussi la pédagogie que vous mettez autour de tout ça. Peut-être pour résumer, si là, des gens nous écoutent et justement sont en train de mettre en place une organisation achat, sont en train de se poser des questions sur le sujet,
en termes vraiment de best practice, pour terminer, c'est quoi les conseils que vous donnez aux gens pour déployer en tout cas une politique achat et initier finalement cette démarche dans une entreprise? Est-ce qu'il y a un moment aussi, juste peut-être avant qu'on conclue là-dessus, est-ce qu'il y a un moment où vous pensez que c'est le bon moment? Je trouve que les boîtes se posent souvent cette question de est-ce qu'on rajoute justement cette dimension dans l'équipe finance ou pas? Parfois, elle est aussi pas forcément rattachée à la finance. Il y a des choses qui sont gérées aussi parfois au niveau de l'IT, finance. Est-ce qu'il y a un moment où, pour vous, il y a des signaux qui indiquent le fait de devoir aller plus loin sur ce sujet et de l'enclencher? C'est forcément des enjeux de performance dès qu'une entreprise commence à vraiment... En fait, juste pour parler du cas de Swile, Ouais. je pense que ça arrivait en plus d'un moment où la boîte grandit, il y a un certain nombre de collaborateurs, il y a un certain volume de dépenses, où il y a un intérêt de maîtriser, et ce qu'expliquait Eric dans le contexte de plus de levée de fonds, besoin de rentabilité, etc. Donc ça a favorisé ce... Et je pense que c'est le bon momentum pour une start-up. Nous, on a en plus de ça eu le contexte de rachat de Bimpli où Voilà. Ouais. une boîte sans achat, des contrats à intégrer, des doublons à gérer, des relations fournisseurs à gérer. En fait, ça, Le sujet, il a émergé tout seul, un en fait. double momentum pour Ouais. nous, en tout cas. Donc, je pense que ça dépend du contexte de chaque boîte. En tout cas, pour Swile, c'était ce contexte-là. Ouais. Je pense que c'était clair. Ouais, bien sûr. Je pense que si on devait donner, en tout cas, je sais pas si c'est des conseils, mais c'est la vision un peu qu'on porte, c'est cette notion de décentralisation finalement de la fonction, où il faut faire confiance en ses collaborateurs. On ne travaille pas avec... en fait, il faut pas faire le babysitter avec ses collaborateurs. Au Ou le contraire, flic, quoi. ou le flic, c'est exactement ça. C'est comment tu arrives à travailler avec un réseau de personnes de confiance, puisqu'en fait, je veux pas faire je veux pas faire de la punchline, mais tu sais, c'est le concept de tout seul on va vite, mais à plusieurs tu vas plus loin. C'est le concept de tu dois compter sur les autres pour pouvoir avancer. Donc moi je pense que si on devait donner un conseil, en tout cas la vision que nous on a avec Kevin, c'est que les achats, c'est pas un département, c'est un enjeu d'entreprise en fait. Donc et ce qu'on a porté chez nous, c'est pas un département achat, et nos résultats sont pas ceux d'un département achat. Les résultats de la profitabilité, c'est le résultat de tous les collaborateurs qui ont été engagés vers une vision commune qui était cette boîte est pas rentable. Ça s'explique de plein de manières. On a été dans un moment de croissance, de revenus, et comme la plupart des startups aussi, avec des fonds, etc. Et maintenant, on est au moment où on va pivoter, on va le faire. Et il y a beaucoup de choix qui ont été pris à différents niveaux pour y arriver. Et c'était les bons, parce qu'on y est arrivé, et pas en tant que département achat, mais en tant qu'entreprise. Donc, si on devait donner un conseil à quelqu'un qui doit monter une direction achat, c'est compte sur tes collaborateurs. Et par contre, fais preuve de discernement aussi. D'humilité pour aller obtenir les mandats nécessaires. Exactement. Et tu feras jamais les choses parfaitement. Tu vois, je crois que le binôme aussi, il est clé. C'est une autre chose. Si on revient sur le thème de la négo, je pense que c'est ce qui est utilisé d'ailleurs dans toutes les négos sensibles. C'est souvent des binômes qui négocient. Parce qu'il faut être capable d'écouter ce que fait l'autre et de se corriger. Donc, on ne prétend pas avoir la recette secrète de la négo, parce qu'en fait, elle évolue tout le temps. Bien sûr. Et on se rend compte qu'on n'est pas bon, donc on essaye de faire mieux. Et puis, on va se rendre compte qu'on peut s'améliorer sur autre chose, donc on va faire mieux. Et c'est en gros toujours vouloir être meilleur le lendemain. Ok. Et en termes d'impact aujourd'hui, encore une fois, alors, pas que ce soit uniquement grâce à vous, mais au niveau de l'effort collectif de Swile qui a été fait, en termes de chiffres, alors je sais que vous aviez communiqué dans la presse, il n'y a rien de secret. Mais on part d'où, on arrive où? Vas-y, je t'en prie. Alors, on est parti on était sur l'année 2022, on était à moins 22 millions d'EBITDA. Si je crois que c'était 2023, moins 22. 2023, moins 22. Et 2024, on arrivait à plus 36 millions d'EBITDA. Donc, gros impact des revenus et gros impact de ton scope de dépenses. L'EBITDA, ça va être globalement ça va être tes OPEX, donc tes dépenses, et tes revenus. Donc, on a l'entreprise, elle a pivoté complètement là-dessus. Elle a shifté, et c'est plus la même société qu'il y a 2 ans, je pense.
en restant finalement, bizarrement, tu sais, en fait, c'est plus la même en termes de résultats, et c'est exactement la même en termes d'orga, en termes de culture et de produits, Ouais. avec la même logique, c'est de faire mieux en termes de produits pour nos utilisateurs et pour nos clients. Donc, non, c'est une. Et ce qui est au final le plus dur à maintenir, c'est d'arriver à grossir, je pense, comme ça, et de garder finalement votre ADN, qui est très fort chez soi et qu'on perçoit même de l'extérieur très souvent. Vous avez une marque qui est très forte, un positionnement marketing aussi qui est souvent souligné et qui a souvent fait la différence. Top, merci beaucoup Merci à tous toi. les deux. Franchement, c'était super intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. On reviendra prochainement avec un nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre évidemment sur les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas pour vous abonner et surveiller les nouveaux épisodes qui vont paraître. Merci à tous d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et à très bientôt.